Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session 15A sur les nouveaux enjeux des métiers des ressources humaines. Je m'appelle Louise Baird, je travaille chez Réseau Alliance sur les questions de diversité et d'insertion avec l'ensemble de nos entreprises adhérentes. Cette session s'inscrit dans un parcours RH en deux parties, donc à destination des professionnels des ressources humaines, des référents RSE et aussi des dirigeants, pour vous permettre de vous inspirer afin d'exercer votre métier de manière plus responsable. Vous participez actuellement à la première partie de ce parcours. La seconde partie se déroulera à 16h30, où vous pourrez découvrir des exemples concrets de mise en place d'une politique inclusive. Nous sommes ensemble sur cette première partie pendant environ 1h30 pour échanger sur ces nouveaux enjeux justement des métiers des ressources humaines et comment placer et replacer l'humain au cœur de sa stratégie. Nous sommes en train de vivre une période très particulière et les responsables RH et tous les professionnels RH à tous les niveaux sont confrontés à l'urgence de devoir anticiper ces changements et ces transformations, le tout dans un temps record, donc revoir ses rythmes, ses repères et ses modes d'organisation. Mais cette période, finalement, elle ne fait que mettre en lumière et accélérer des changements qui s'opéraient déjà. Les collaborateurs aujourd'hui accordent de plus en plus d'importance à l'engagement de l'entreprise et les RH doivent élargir leur champ d'action et également transformer leur activité, leur entreprise et surtout engager et fidéliser leurs collaborateurs pour les garder dans l'entreprise, les fidéliser et maintenir les compétences. L'enjeu est de taille et dans un contexte où les entreprises sont concentrées sur la reprise de leur activité, nous allons voir ensemble aujourd'hui qu'il serait peut-être aussi le moment de placer et replacer l'humain au cœur de sa stratégie RH, redonner du sens à ses collaborateurs, les engager et redonner plus globalement du sens à une politique RH pour au mieux amorcer cette crise. Pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être aux côtés d'Alexandre Fayeul, président et fondateur de l'entreprise Advance, le leader français de la cybersécurité. Merci beaucoup Alexandre d'être à nos côtés. Et également de Laetitia Vito qui est avec nous à distance, qui est donc auteure conférencière sur le futur du travail. Elle a publié 3 livres dont Du labeur à l'ouvrage, édité en septembre 2019 aux éditions Calment-Lévy, et 100 idées innovantes pour recruter des talents et les faire grandir, coécrit avec Jérémy Cléda en mai 2020 aux éditions Vuibert. Elle est rédactrice en chef du média 4Pro de Welcome to the Jungle et cofondatrice du média Nouveau Départ. Et Laetitia Vito est également marraine du parcours Change for Good, parcours apprenant qui réunit plusieurs temps forts en cette rentrée entrepreneuriale des Hauts-de-France dans lequel s'inscrit le World Forum. Sur cette session d'1h30, je vous propose d'abord que nous écoutions Laetitia et Alexandre qui vont prendre la parole sous forme de keynote l'un après l'autre d'une vingtaine de minutes. Ils auront l'occasion ensuite d'être questionnés et challengés par des étudiants de l'IAE de Lille en master gestion des ressources humaines. Et puis, sur cette deuxième partie de session, nous pourrons échanger de manière plus informelle sur ces questions et ces nouveaux enjeux. Je vous rappelle que vous avez donc possibilité à distance d'échanger et de poser vos questions, surtout sur le chat, donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas également à partager vos ressentis avec le hashtag WFRE20 sur l'ensemble des réseaux. Je vais maintenant laisser la parole à Laetitia pour nous parler du futur du travail. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Oui, très bien. D'abord, je suis très heureuse d'être là et puis d'être dans ce deuxième moment fort Change for Good, parce que je pense que les professionnels des ressources humaines sont dans une position vraiment stratégique à une période où on vit des transformations profondes qui touchent l'ensemble des travailleurs. L'année 2020 a révélé un certain nombre d'accélérations, de transformations, de transitions. Évidemment, la transition numérique qui s'accélère, qui fait basculer de plus en plus de modèles d'affaires, des transformations technologiques qui transforment le travail, avec de plus en plus de tâches qui sont automatisées, avec des métiers qui disparaissent, avec d'autres qui sont créés. Et toutes ces transformations que l'on voit et dont on parle beaucoup, elles s'accompagnent d'un autre phénomène dont on parle beaucoup trop peu quand on parle de futur du travail, ou plus exactement dont on parle de manière caricaturale et négative, c'est la question de la transformation démographique
et la révolution de la longévité. Et donc moi, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle la fin de la vie en 3 phases et des défis que cela représente, des défis et des opportunités pour les ressources humaines et les entreprises, parce que ça touche à tous les sujets d'inclusion, de diversité, de mobilité dont on parle. Donc c'est une histoire et un récit qui permet de toutes les regrouper. Nous vivons donc un changement de paradigme sous l'effet conjoint de toutes ces transformations technologiques, démographiques, qui changent notre rapport à la carrière, notre rapport au travail, notre rapport à l'entreprise et aux ressources humaines. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vie en 3 phases dont je parle? Alors, vous la connaissez très bien. C'est une invention du XXe siècle, et plus précisément un héritage du système fordiste avec tous ses avantages. C'est une vie dans laquelle l'âge chronologique détermine votre destin, votre phase de la vie, votre degré d'activité, et à chaque âge correspond une phase très précise. Donc vous avez la première phase qui est la phase de formation. Vous vous formez au début de votre vie. Vous êtes en général regroupés dans des classes avec des gens qui sont nés la même année que vous, avec lesquels vous partagez le fait d'être nés la même année. Et puis, dans la deuxième phase, vous commencez votre période d'activité, votre vie active, et vous travaillez 35, 40 ans à l'époque du système fordiste. Et tout ce que vous aviez appris dans la Nous avons perdu Laetitia. Est-ce que j'enchaîne? Alors, on a un petit problème technique avec la connexion de Laetitia Vito. Je vais du coup vous proposer qu'on inverse les keynotes et qu'on attende de voir comment se reconnecte Laetitia. Donc je vais maintenant donner la parole à Alexandre Fayeul qui va nous parler d'un projet fabuleux qui est le projet Linked Out qui a été notamment lancé par le réseau Entourage. Oui, bonjour à tous. Le réseau Entourage, avant de parler de Linked Out, le réseau Entourage, c'est une association qui a été créée par Jean-Marc Potvin en 2016. Jean-Marc, c'est un entrepreneur de la tech qui a eu dans les années 2000, début 2010, plusieurs belles success stories dans l'univers de la tech et a contribué à plusieurs belles histoires entrepreneuriales. Et au début des années 2010, lorsqu'il rentrait de son boulot à Paris, il croisait dans la rue pas mal de SDF, de personnes sans abri. Et il a commencé à discuter, échanger, faire connaissance avec eux. Et puis, il a créé une relation avec eux. Et en fait, il a eu progressivement l'envie de... En fait, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire qu'il a démissionné de sa boîte et il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat social pour aider ces personnes qui étaient dans la rue et sans abri. Donc, il a créé Entourage. Et autour d'un constat très simple, en fait, pour les personnes qui vivent dans la rue ou qui vivent sans domicile fixe, ce dont elles ont le plus besoin, certes, elles ont des besoins matériels, elles ont besoin de se nourrir, elles ont besoin de se loger, elles ont besoin de vêtements, et ça, c'est évidemment absolument nécessaire, mais c'est pas suffisant en fait. Ce dont elles ont le plus besoin, elles ont besoin de recréer du lien social. Pour reprendre confiance en eux et pour sortir de cette spirale de l'exclusion. Voilà. Donc le principe et la vision que porte Jean-Marc et la vision sur laquelle il a créé le réseau Entourage, c'est justement de retisser du lien social entre les personnes qui n'ont plus de réseau et celles qui en ont. Donc il a réuni une équipe de top niveau, très compétente, et ensemble ils ont créé une application qu'ils ont appelée Entourage, qui est une application disponible sur smartphone et qui vise à reconnecter les personnes qui sont dans la rue avec les voisins dans les quartiers. En fait, cette association elle a cartonné. Aujourd'hui, c'est une communauté qui regroupe 110 000 membres.
et qui permet justement très simplement aux voisins d'identifier que dans la rue, il y a des personnes qui vivent sans abri, qui ont des besoins. Et en fait, Entourage aussi aide à sensibiliser et à éduquer quelque part ses voisins à prendre contact et en fait à établir un contact avec ces personnes qui sont dans la rue pour recréer du lien social. Donc ça, c'est la première application qu'ils ont développée. Ils ont développé une deuxième application pour recréer également permettre aux personnes en situation d'exclusion et de grande précarité de retrouver du lien social. Ils ont créé une application Entourage Sport qui permet d'organiser des activités sportives et qui permet aussi là, de recréer des échanges entre des personnes de diverses horizons et à travers le sport. Et enfin, évidemment, ils sont arrivés très naturellement à partir du moment où ils permettaient à ces personnes dans la rue de recréer du lien social. Très naturellement, évidemment, parmi toutes ces personnes, il y a un certain nombre de personnes qui sont aptes et motivées à rechercher un emploi et à bosser. Et en fait, le constat de Jean-Marc, c'est de dire que et de l'équipe d'Entourage, c'est que sans réseau, ces personnes, sans réseau et avec un parcours de vie difficile, chaotique, ces personnes ont beaucoup de mal à retrouver un emploi. Donc un jour, Jean-Marc, il a pris le CV de Kenny, qui était une des personnes de la rue dont il était proche, et il a décidé de lui trouver un job. Donc pour lui trouver un job, et ça c'était en 2019, hein, c'était un peu plus d'un an, il l'a aidé à refaire son CV, un CV très simple, et il a partagé son CV sur son Facebook. Et le soir même, il a eu des centaines de partages. Et dans les jours qui ont suivi, il a eu plusieurs propositions de job pour Kenny, qui a très rapidement retrouvé un emploi grâce à ça. Et du coup, de là est née l'idée de Linked Out, qui est de quelque part d'industrialiser ça. Et quelque part, ce qu'il avait réussi à faire, lui, dans son réseau, c'était de créer une plateforme, une application et un site internet qui permettent de viraliser les CV de personnes qui n'ont pas de réseau. Et c'est là qu'est née l'idée de Linked Out et le concept de partager son réseau avec ceux qui n'en ont pas. Voilà. Donc c'est un concept qui est juste extraordinaire, c'est une marque qui est géniale. Il y a une équipe qui est top derrière. Donc ils ont lancé une première promo test en 2019 pour tester le concept avec une promo de 15 candidats. Ils ont eu énormément de succès. Et il y a une vidéo d'ailleurs qui retrace un peu l'histoire de cette première promo et dont j'invite la régie à passer pour montrer un peu les résultats de ce premier test. Qui s'appelle Linked Out. Linked Out. Un réseau social pour tendre la main aux personnes en grande précarité qui sont à la recherche d'un emploi.
j'ai retrouvé ma dignité, tout simplement. Une dignité qu'on laisse quand on est dans la rue. Si on peut passer le site internet linktout.fr. Voilà, et descendre un peu pour voir les CV. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5000, enfin moi j'ignorais tout ça il y a un an avant de rencontrer LinkTout. Il y a 5000 personnes qui vivent sans abri, donc dans la rue, qui sont clochardisées. Il y a 300 000 personnes qui vivent sans domicile fixe et qui pour certains ont un emploi, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir un logement permanent, donc qui vivent en centres sociaux, qui dorment parfois chez des relations, etc. Et des chiffres à l'échelle de la France. Comment ? Des chiffres à l'échelle. Oui, c'est en France, ouais, tout à fait. Si vous pouvez afficher les CV, ouais, remonter un petit peu pour afficher les CV. Donc 5000 personnes sans abri, 300 000 personnes sans domicile fixe et surtout 5 millions de Français qui vivent en situation d'isolement, de grande précarité et qui n'ont absolument aucun réseau, qui ont très très peu de contact avec l'extérieur. Et 5 millions de Français, c'est des chiffres d'avant la crise. Donc c'est quasiment 10% de la population française, c'est énorme. Moi j'ignorais complètement ça. Et donc voilà ce que permet et ce qu'apporte LinkTout à toutes ces personnes, c'est qu'elle apporte aux personnes qui veulent s'en sortir, qui sont aptes à travailler psychologiquement, physiquement, etc. Et qui sont motivés pour le faire, elle leur offre de la visibilité, elle les rend visibles et elle les met sur le même pied d'égalité que les personnes qui ont, elles, un réseau. Voilà. Donc le principe est simple. Le principe est simple, en fait, les profils de personnes en précarité sont mis en ligne sur linktout.fr. Ça fonctionne sur le principe de promo. Donc il y avait une première promo test l'année dernière de 15 personnes. Là, ils ont lancé, et d'ailleurs c'est aujourd'hui qu'ils lancent officiellement la deuxième promo, qui est une promo de 80 personnes et qui est en ligne. Donc je vous invite à aller sur le site linktout.fr et à regarder les CV et à les partager. Donc ces profils de personnes par promotion sont mis en ligne sur linktout.fr. Leurs CV ont été repensés pour mettre en avant les qualités humaines, assumer les parcours parfois difficiles et favoriser les recommandations. Donc des CV très humains, très simples, très rapides à lire. Chacun d'entre nous ensuite en tant que particulier est ensuite incité à partager les CV sur ces réseaux sociaux pour leur offrir le réseau qu'ils n'ont pas. Donc ça génère de la visibilité pour eux et ça leur offre de multiples opportunités d'emploi. Voilà. En résumé, eux ils ont des compétences, nous on a un réseau, donc un partage de CV peut tout changer, donc on invite et LinkTout invite le grand public et le plus grand nombre justement à partager très simplement, de façon très simple et très concrète, les CV de candidats LinkTout sur son réseau. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est en dehors de cette plateforme digitale, il y a tout un dispositif d'accompagnement. En fait, il ne suffit pas d'offrir à des candidats qui ont eu un parcours difficile, de leur offrir une opportunité d'emploi, il faut les accompagner. Donc chaque candidat est accompagné par un coach bénévole qui va l'accompagner pendant 9 à 12 mois de façon hebdomadaire et qui va l'aider à retravailler à faire son CV, à identifier ses compétences, ses qualités, à rédiger son CV, qui va le préparer aux entretiens d'embauche, qui va partager avec lui les codes du travail, les codes des entreprises, etc. et qui va l'accompagner dans tout son processus de recrutement, de qualification des opportunités, etc. et également l'accompagner dans son process d'intégration dans les entreprises. Et donc voilà, c'est tout un parcours d'accompagnement du candidat. Il y a également du reskilling, c'est-à-dire qu'il y a une évaluation des compétences au début du process et les personnes peuvent suivre des formations pour se mettre à niveau sur un certain nombre de choses. Bref, on les prépare au retour à l'emploi et chaque coach bénévole est un référent en fait pour le candidat et lui donne confiance dans son retour à l'emploi. Voilà. Donc voilà pour la présentation de LinkTout. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ?
comment c'est devenu un vrai projet dans votre entreprise, vous en tant que dirigeant. Vous avez embarqué vos collaborateurs pour coacher justement ces personnes et c'est devenu un vrai projet d'entreprise. Pouvez-vous nous parler d'Advance et de Linked Out, ce que ça donne, vous deux ensemble? Ouais, alors moi j'ai rencontré Linked Out il y a en octobre dernier, donc il y a un an, pile poil. Et à l'époque, j'ignorais tout des problématiques de la grande exclusion, de l'inclusion, etc. J'y connaissais rien. Je peux vous dire qu'il y a un an, nous, Advance, on est une entreprise spécialiste de la cybersécurité. On embauche tous les jours, on est une société en très forte croissance. On embauche tous les jours des ingénieurs, plutôt des Bac plus 5, donc des experts en cybersécurité, qui sont des candidats très diplômés, voire surdiplômés. Donc autant vous dire qu'il y a un an, on était à milieu de s'intéresser à l'inclusion, on était à milieu surtout de penser qu'on pouvait agir pour l'inclusion par rapport aux métiers qu'on adresse, aux problématiques qu'on adresse. On était à milieu de penser qu'on pouvait être utile pour ces personnes en situation de précarité. Évidemment, on était sensible au sujet, on est tous sensibles quand on voit des personnes dans la rue ou quand on voit des personnes qui se retrouvent complètement isolées. Vous vous rendez compte, 5 millions de personnes, c'est juste, on ne se rend pas compte, mais c'est juste incroyable et même intolérable. Mais on était très loin. Et puis, il y a eu cette rencontre avec Linked Out. Ça a été un vrai coup de cœur. J'espère que comme ça l'est pour la majorité d'entre vous. Moi, quand j'ai entendu parler de Linked Out et que je suis allé sur le site, j'ai eu un immense coup de cœur, à la fois pour le concept, pour la marque, qui est le miroir de LinkedIn, qui est très bien vu. Et ensuite, quand j'ai rencontré l'équipe, j'ai eu également un gros coup de cœur pour l'équipe parce que ce sont des gens très compétents derrière, avec une vraie vision du sujet, avec une vraie capacité à changer la donne derrière. Voilà. Donc, du coup, on a eu envie de... On a eu envie très naturellement d'y aller parce que quelque part, Linked Out, ça nous parlait. C'était notre génération. Moi, l'inclusion, avant de rencontrer Linked Out, pour moi, c'était une nébuleuse. Donc, je ne voyais pas comment on pouvait agir. Et même si on avait voulu agir, je ne savais pas vers qui me tourner. Moi, toutes les structures d'insertion, les associations, etc., pour moi, c'est une énorme nébuleuse. Et pour moi, l'inclusion, le sujet de l'inclusion sociale et professionnelle, c'était réservé aux grandes entreprises et peut-être des entreprises d'une autre génération. Pour moi, notre génération d'entreprises, notamment dans le numérique, pour moi, ça me paraissait compliqué. Je ne voyais pas comment être utile. Et grâce à Linked Out, on s'est donc sensibilisé. On a sensibilisé l'ensemble de nos collaborateurs. On sensibilise l'ensemble de notre communauté, nos clients, nos partenaires, et ça marche très vite, ça marche très bien parce qu'on comprend vite, le concept est très simple, et nous qui pratiquons LinkedIn au quotidien, on comprend très vite comment on peut agir très simplement, très concrètement. Ensuite, il y a plein de collaborateurs suite à cette sensibilisation qui ont souhaité devenir et suivre une formation pour devenir bénévole coach. Et dans la promo de 80 personnes, donc qui sort aujourd'hui, une quinzaine de candidats sont accompagnés par des bénévoles coachs qui sont des collaborateurs d'Advance, donc qui ont spontanément demandé à s'engager et à suivre cette formation de coach bénévole pour accompagner des candidats sur leur retour à l'emploi. On fait également du mécénat de compétences, parce qu'évidemment, tout ça repose sur du digital et avec tout un tas de données privées qu'il faut protéger. Donc, on offre nos compétences et nos savoir-faire en matière de cybersécurité pour aider Linked Out et entourage à protéger, sécuriser leurs applications. Et puis, on embarque, alors il y a d'autres actions, mais parmi les actions les plus importantes, on embarque aussi tout notre écosystème dans la cybersécurité et pour réfléchir à la manière dont on peut rendre notre secteur plus inclusif.
Aujourd'hui, donc on a organisé une table ronde il y a 3-4 semaines où on a réuni des grands directeurs cybersécurité, enfin des directeurs cybersécurité de grandes entreprises françaises. On a réuni aussi des écoles de formation qui sont spécialisées dans l'inclusion. LinkedOut était également présent et on a réfléchi sur la manière dont on pouvait rendre la filière cyber plus inclusive. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre secteur, il manque 3 millions d'experts dans le monde. Il y a une vraie pénurie de compétences et en France, il manque des dizaines de milliers d'experts et d'emplois qu'on n'arrive pas à pourvoir. La cybersécurité aujourd'hui, c'est un enjeu énorme. C'est au cœur de la société numérique. Ça vise et ça a pour mission de protéger la société numérique pour permettre au numérique de se développer dans un environnement safe et sain. Et on a ce problème de compétences. Et aussi, dans cette table ronde, on a fait le constat assez rapidement que finalement, en face de nous, les pirates informatiques étaient le fruit d'énormément de diversité. Parce qu'en fait, finalement, des pirates informatiques aujourd'hui sont des personnes qui se sont retrouvées marginalisées dans la société, qui se sont retrouvées exclues dans la société et qui ont dévié, qui ont été attirées vers ces filières-là et qui, en fait, aujourd'hui, font l'objet sont le fruit d'une grande diversité, ce qui fait que et ont des mindsets, des façons de penser, ils ont développé des ressources qui sont très différentes des ressources qu'on met en place, des ressources qu'on met en face, parce que les personnes qu'on recrute aujourd'hui dans les grandes entreprises ou chez les fournisseurs et les prestataires de services sont des personnes qui sont issues d'écoles d'ingénieurs, enfin bref, dans des canaux de formation très standardisés. Et finalement, on a en face de nous des attaquants et des pirates qui viennent d'une grande diversité, donc qui utilisent des façons de penser, des façons de faire, et qui ont une capacité à se débrouiller que n'ont pas forcément développé les personnes qui sortent d'écoles d'ingénieurs, etc. Donc on a fait le constat que finalement, on avait une vraie opportunité dans la filière cyber, à la fois dans les grandes entreprises, les donneurs d'ordre, mais également chez les prestataires fournisseurs de services, qui avaient une vraie opportunité. Un, pour répondre aux besoins de milliers d'emplois dans la filière cyber, et deux, pour développer beaucoup plus de diversité. Et donc, on a identifié des gisements de compétences que l'on pourrait amener à certains des métiers de la cybersécurité qui finalement pourraient être accessibles à ces personnes-là. Donc on a pensé, évidemment, il y a toutes les personnes en situation de handicap, notamment je pense aux autistes type Asperger. Aujourd'hui dans nos métiers on manipule énormément de data, donc des profils, des façons de raisonner différentes nous intéressent beaucoup. On a pensé aussi aux jeunes qui sont en décrochage scolaire. Aujourd'hui, on sait très bien qu'en France, notre système scolaire met quand même de côté beaucoup de personnes qui ont pourtant d'immenses talents. Et moi, je préfère les attirer vers des métiers, s'ils sont passionnés d'informatique, et de numérique, je préfère qu'on les attire vers les métiers de la cyber pour défendre et protéger la société numérique, plutôt que eux se fassent attirer par des filières criminelles ou terroristes, etc., pour devenir des pirates informatiques et concourir à la cybercriminalité mondiale. Voilà. Et puis également, les personnes qu'adresse aujourd'hui Entourage et LinkedOut, qui sont des personnes, et c'est 5 millions de Français aujourd'hui qui sont en situation d'isolement, d'exclusion, qui ont des compétences. Voilà. Donc on est en train de réfléchir à la manière dont on pourrait créer des ponts entre toutes ces ressources, toutes ces compétences, toutes ces personnes, et un certain nombre de métiers qu'on veut rendre plus accessibles, parce qu'en face, il y a des milliers d'emplois à la clé. Alors évidemment, tous ces emplois ne vont pas être couverts par des personnes en situation de handicap, d'exclusion, etc. etc. Mais en tout cas, on a une opportunité d'offrir à ces personnes des emplois, et on a l'opportunité d'offrir au métier de la cybersécurité, à la filière cybersécurité, beaucoup plus de diversité. Voilà. Donc on voit que en partant de rien et d'absolument rien il y a un an, grâce à LinkedOut, on est devenu aujourd'hui, en quelques mois, une entreprise très engagée dans l'inclusion. Évidemment, ça, avec une forte mobilisation de nos collaborateurs, une forte mobilisation de nos clients. Évidemment, tout ça crée beaucoup de valeur pour l'entreprise. Et évidemment, tout ça amène beaucoup d'opportunités et beaucoup d'entreprises à s'intéresser à LinkedOut.
Voilà, donc voilà, en un mot, Linked Out, c'est un virus qu'il faut, pour reprendre une image dans notre métier, c'est un virus qu'il faut vraiment viraliser, quoi, en fait. C'est en effet hyper impressionnant le chemin parcouru en un an par vous en tant que dirigeant et par vos collaborateurs aussi et l'entreprise de manière générale sur son implication autant en interne qu'à l'externe et auprès des parties prenantes. Pour ceux qui nous rejoignent suite à un léger bug, pour rappel, on est avec Alexandre Fayolle, qui est donc dirigeant de l'entreprise Advance, qui s'est engagé auprès de Linked Out, le réseau social de ceux qui n'en ont pas, qui a été créé par le réseau Entourage pour permettre à des personnes en grande précarité d'avoir accès à un réseau et de s'insérer dans la vie professionnelle. Donc, en effet, on voit que c'est un vrai projet d'entreprise et ça ne s'arrête pas là. Et notamment, c'est une belle aventure qui vous attend en novembre avec le Vendée Globe. Oui, alors, effectivement, en fait, donc, pour conclure là, sur la présentation de Linked Out et le retour d'expérience chez Advance, donc, moi, il y a un an, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Linked Out. Donc, j'ai été complètement séduit par le concept, la marque et l'équipe. Après un peu moins d'un an d'expérience chez Advance, non seulement je suis toujours séduit, mais en plus je suis extrêmement convaincu par le potentiel de Linked Out à changer la donne de l'inclusion. Et pour moi, les deux grandes valeurs de Linked Out que je retiens aujourd'hui, que j'ai envie de témoigner et que j'ai envie de partager, notamment avec les entreprises qui nous écoutent, c'est que Linked Out, la première grande valeur, c'est que Linked Out rend l'inclusion accessible à tous. Comme je vous l'ai dit, nous, il y a un an, on était à 1000 lieues de s'intéresser à l'inclusion, et encore plus de savoir comment on pouvait agir. Et aujourd'hui, on est devenu une entreprise très engagée dans l'inclusion. Avec Linked Out, c'est très simple et très concret d'agir. Qu'on soit un particulier ou qu'on soit une entreprise, c'est facile. Linked Out met à disposition tous les outils pour se sensibiliser, pour s'intéresser au sujet, et met à disposition tous les outils pour agir. Quand on est un particulier, un simple clic, un simple like sur un réseau social, un simple partage, ça peut changer la vie d'une personne. Et donc ça, c'est éminemment puissant. Et la deuxième grande valeur de Linked Out, c'est que justement, toute la panoplie d'outils et d'actions que offre et permet Linked Out, qu'on soit particulier ou qu'on soit une entreprise, ça permet d'intégrer dans son quotidien des gestes simples, des gestes très concrets, des réflexes en faveur de l'inclusion. Depuis quelques années, à l'instar de l'environnement, depuis quelques années, on a tous commencé à adopter, à se sensibiliser, à s'éduquer, à s'éveiller aux gestes quotidiens à appliquer pour mieux respecter l'environnement. On a appris à trier nos déchets, etc. Dans les entreprises, on commence à mesurer notre empreinte carbone, etc. Ben, je trouve que Linked Out apporte l'équivalent sur la dimension de l'inclusion, sur la dimension sociale. Avec Linked Out, on peut intégrer, qu'on soit un particulier, qu'on soit entreprise, des gestes et des réflexes très simples, très concrets pour agir quotidiennement en faveur de l'inclusion. Et quelque part, demain, on pourrait imaginer de piloter, à l'instar de l'empreinte carbone, une empreinte sociale dans les entreprises grâce à Linked Out. Voilà. Et ce qui est génial chez Linked Out, c'est que ça permet donc, Linked Out apporte, et grâce à l'utilisation des réseaux sociaux, du digital et la puissance du digital, du numérique, apporte une véritable opportunité de changement d'échelle pour l'inclusion en France, puisque tout le monde peut agir simplement, concrètement, en tant que particulier, en tant qu'entreprise. Voilà. Et donc, toute cette expérience, il faut le faire savoir. Et pour le faire savoir, donc, merci de m'avoir invité à témoigner. Déjà, on communique aujourd'hui un maximum, que ce soit dans des conférences ou dans la presse, dans les médias, pour parler de cette formidable initiative de Linked Out. Mais on va aussi surtout utiliser le plus grand média qui soit, qui est le sport. Et notamment dans le sport, l'une des plus grandes compétitions, des plus grandes courses, la plus grande course au monde, qui est le Vendée Globe, qui est le tour du monde à la voile, en solitaire, sans assistance et sans escale, qui va démarrer le 8 novembre des Sables d'Olonne. Et en fait, c'est un événement qui est extrêmement médiatique, qui est le troisième événement le plus médiatique en France, derrière la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Et donc, et on a commencé déjà à beaucoup parler de ça, mais donc Advance, on a eu l'occasion de s'engager aux côtés de Thomas Ruyant, le skipper,
dans son projet de conquête du prochain Vendée Globe, là, qui va partir dans un mois. Et donc, on l'a accompagné pour construire un bateau de dernière génération. Et donc, ce média, qui est extraordinaire, on a décidé d'offrir la visibilité, le naming du bateau et la visibilité donc à Linked Out. Le bateau s'appelle dorénavant Linked Out. Il va faire le tour du monde. Et tout ça pour offrir la puissance médiatique mobilisatrice du Vendée Globe. Et donc, à cette occasion, en parallèle de ça, donc, on a lancé la course au changement en faveur de l'inclusion. Cette course au changement vise 3 objectifs. Le premier, c'est de fédérer des centaines d'entreprises dans la lutte contre l'exclusion, qui, comme Advance, si nous, Advance, entreprise de cybersécurité de 200 personnes, enfin 200, 250 maintenant, on a su et on a pu en quelques mois autant se mobiliser très simplement, sans effort particulier, mais juste avec beaucoup d'envie et beaucoup de conviction. Si on a su se mobiliser et devenir une entreprise aussi engagée, ça veut dire qu'en France, il y a des centaines, voire même des milliers d'entreprises qui peuvent s'engager. Et s'il y a des centaines et des milliers d'entreprises qui, comme nous, s'engagent dans cette course au changement pour l'inclusion, on va forcément non pas générer des centaines d'emplois on va non pas remettre des centaines de candidats à l'emploi dans les prochaines années, mais des milliers de candidats aujourd'hui en situation d'exclusion, des milliers de personnes qui vont retrouver un emploi et qui vont surtout retrouver leur place dans leur société, dans la société et leur dignité. Et donc voilà, c'est ce qu'on a appelé la course au changement pour que ce formidable concept et cette formidable marque que sont Linked Out, ça se sache et que les entreprises, les particuliers et les entreprises aient envie de découvrir Linked Out et de s'engager pour l'inclusion. Une petite vidéo Alors oui, il y a une petite vidéo justement de Kenny, dont je parlais tout à l'heure, qui présente avec ses mots la course au changement, justement. Vous voyez le bateau Linked Out derrière moi? Il va faire le tour du monde sur le prochain Vendée Globe pour porter la voix des exclus. Moi, Kenny, SDF pendant 17 ans, j'ai retrouvé du travail grâce à Linked Out. Linked Out, c'est le réseau professionnel pour ceux qui n'en ont pas. Comme moi, il y a des millions de personnes invisibles qui peuvent retrouver une place dans la société grâce à votre réseau. Pour que mon parcours ne reste pas une exception, rejoignez la course au changement. Voilà, c'est ça la course au changement. Merci beaucoup Alexandre pour ce témoignage extrêmement inspirant de autant vous en tant que dirigeant, votre engagement, mais tout ce que vous faites aussi pour la branche de la cybersécurité et de montrer à tout le monde que finalement c'est possible de s'engager pour l'inclusion. En effet, toute entreprise en est capable et c'est concret, c'est facile et il y a plein de solutions qui sont déjà en place. Il suffit de mieux les connaître. Nous avons eu un petit changement de programme. On a démarré cette session finalement par le témoignage d'Alexandre Fayolle et on va pouvoir du coup à présent revenir à l'intervention de Laetitia Vito. Donc pour rappel, l'objectif de cette conférence est de vous inspirer pour arriver à exercer votre métier de responsable RH, responsable RSE ou dirigeant de manière plus responsable et notamment en faveur de la diversité, de l'inclusion et de l'engagement de vos collaborateurs. On a eu un témoignage très inspirant sur un dirigeant très engagé. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur comment vous embarquez vos équipes aussi au quotidien concrètement dans ce projet et ce que ça leur apporte surtout au niveau de leur motivation, au niveau de leur performance aussi au quotidien et du coup ce que ça apporte à la performance de votre entreprise. Mais je vous propose maintenant qu'on écoute Laetitia qui va nous expliquer en effet pourquoi il est important de s'engager aujourd'hui et pourquoi il est important de remettre l'humain au cœur de sa stratégie RH pour déjà être plus performant et redonner du sens à ses collaborateurs. Normalement, ça devrait fonctionner cette fois-ci, Laetitia, et on vous écoute attentivement. Merci beaucoup. Moi, du coup, j'ai bu du petit-lait en profitant d'écouter l'interview d'Alexandre et le très beau projet Linked Out. Donc, tout ça, c'est très inspirant. J'espère que cette fois-ci, ça tiendra plus que 5 minutes. C'est le cauchemar de tout webinar. Donc, je finalement
qu'on ait commencé par cet exemple de LinkedOut parce que ça fera une illustration dans la démonstration que je voudrais faire là maintenant. Parce que justement, ces sujets d'inclusion sont très larges, mais aussi très concrets. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et du réseau, de partager son réseau, permettre à d'autres de se reconvertir, de réinventer un poste, ça fait partie d'une dimension dans le monde transformé qui est le nôtre. Donc, je parlais de cette transition, j'avais commencé à parler la fin en 3 phases. Donc, comme je l'expliquais, les fameuses 3 phases, c'est la fin quand on est jeune, la vie active entre 20 et 60 et quelques, et avec une vision qui est très linéaire parce que à chaque âge, ça correspond à une phase de la carrière. Plus vous avancez, plus vous êtes payé, plus vous managez des gens quand vous progressez dans votre carrière. Ce que vous avez appris dans la première phase de votre vie, ça vous permet de tenir l'intégralité de votre vie professionnelle. Donc, vous voyez déjà toutes les limites dans cette vision des choses. Et puis enfin, la 3e phase, la retraite. Et là, vous vous arrêtez brutalement de travailler. Alors, quand on parle de la retraite, il faut en parler évidemment de manière très positive parce que c'est un grand acquis social du XXe siècle. Et ça a donné à des gens la possibilité d'enfin pouvoir s'arrêter de travailler tout en continuant à vivre et profiter de la vie davantage. C'est une institution extraordinaire et au moment où cette institution universelle a été créée, donc c'est la création de la sécurité sociale, juste après la Seconde Guerre mondiale en France, eh bien à cette époque-là, l'espérance de vie, elle était de 60 ans. Et l'âge de la retraite, il était de 65 ans. Donc tout le monde n'en profitait pas, clairement. Et puis, la part de la population qui était au-dessus de 65 ans représentait un petit pourcentage. C'était entre 10 et 15% de la population totale française. Et en même temps, l'essentiel de la population était très jeune, puisqu'on avait plus de la moitié de la population qui avait moins de 34 ans, malgré les décès de la Seconde Guerre mondiale. Donc, juste pour resituer ça, on voit que voilà, ce qu'on a hérité, ce système qu'on a hérité, il a été créé et pensé dans un contexte qui était très différent. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui font que cette vie en 3 phases est plus pertinente comme elle pouvait l'être auparavant. Alors, elle façonne encore nos institutions et c'est devenu un problème parce qu'on investit dans la formation, mais pour les jeunes, on préfère recruter les jeunes. Ça façonne les aides sociétales parce qu'à chaque âge, on imagine une phase de la vie très figée, comme un destin qu'on ne peut plus bouger, qu'on ne peut plus transformer. Et ça ne correspond plus à la réalité de la vie des actifs d'aujourd'hui et déjà d'une partie des actifs d'hier, par de plus en plus de transitions professionnelles. Des gens perdent leur emploi, doivent en trouver un autre. Non seulement on change plus d'employeurs, mais on change aussi on change parfois de métier, on change de rythme, temps partiel, temps complet, chômage, etc. Donc on voit qu'il y a toutes ces phases multiples qui se succèdent dans ce gros morceau de la vie active. Il y a des formations qui doivent se faire beaucoup plus souvent. On doit se former tout au long de la vie. Alors, on le dit depuis longtemps, mais pendant longtemps, on ne l'a pas fait pour de vrai. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les compétences deviennent obsolètes beaucoup plus vite et qu'on ne peut plus s'arrêter de se former, que dans certains cas, les métiers changent très vite, se transforment très vite et qu'il faut acquérir des nouvelles compétences beaucoup plus fréquemment et probablement ça correspondra à d'autres phases de la vie que des moments où il faut même s'arrêter 1 an pour préparer une reconversion, se former et exercer un nouveau métier. Par ailleurs, la vie n'est déjà pas tout à fait le cas pour certaines personnes, en l'occurrence les mères de famille, beaucoup de femmes qui s'arrêtaient ou ralentissaient pour s'occuper d'un enfant. Aujourd'hui encore, c'est de plus en plus, non seulement pour un enfant, mais pour s'occuper d'un parent âgé. Donc, phases qui sont liées à la danse, au fait de faire grandir une famille. J'en ai parlé un peu, mais alors même que l'espérance de vie augmente, l'espérance de vie humaine, eh bien l'espérance de vie des organisations, elle baisse. C'est-à-dire que les entreprises meurent plus vite. Pourquoi ? Parce que les modèles d'affaires se transforment, parce que la transition numérique devient intacte et transforme complètement les chaînes de valeur et les secteurs tout entiers.
Et donc, là aussi, ça a un impact, ces transformations économiques, sur la manière dont l'entreprise appréhende les postes, le recrutement, le travail, etc. Donc, les outils RH, mais aussi les outils marketing avec lesquels on travaille, ils sont tous hérités en 3 phases. Et par exemple, les cas dont on parle, elles sont complètement à côté de la plaque. Quand on parle des gens, on parle des jeunes, des classes moyennes et des vieux, et puis on met les gens dans des sacs, dans des catégories. Un exemple, c'est qu'on parle des 20-30 ans, des 30-40 ans, des 40-50 ans, des 50, puis après on dit les plus de 60. Parfois on dit les plus de 65. Comme si il n'y avait pas la tranche 60, 70, 70, 80, 80, 90, et puis de plus en plus les 90, 100, et qui dépassent l'âge de 100 ans. Et à l'intérieur des plus de 60 ans, en fait, il y a déjà de très nombreuses catégories avec des manières différentes. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des personnes qui commencent à avoir des problèmes de santé et tout. Certains qui ont encore envie de travailler, qui ont une vie active qui se poursuit, d'autres qui ont une vie dans le bénévolat, qui font énormément de choses dans le monde associatif. Certains qui sont encore physiquement très actifs, d'autres qui commencent à partir de 80 ans à l'être nettement moins. Et donc, en fait, il y a une variété de population qui est très grande et qui n'est pétée dans les catégories et dans la manière dont on en parle. Donc, on voit que c'est absurde. C'est complètement absurde la manière dont on parle de l'âge en entreprise et hors de l'entreprise. Aujourd'hui, l'âge médian en France, il est 41 ans et demi. En Allemagne, où j'habite, l'âge médian est de 47 ans. Au Japon, l'âge médian est de 48 ans. En 2030, il sera de 47 ans en France. Il sera de 50 ans en Allemagne et de 55 ans au Japon. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que ça s'est figé à nouveau. C'est bon, on vous entend, vous pouvez continuer. Ouais. Donc, ce qui est quand même absurde et aberrant, c'est qu'on parle des seniors à partir de... C'est-à-dire, grosso modo, on parle des seniors pour parler de plus de 50% de la population. Donc, on voit bien qu'on arrive à des limites très importantes dans les outils, dans la manière d'appréhender et dans une vision du monde qui est héritée d'une situation, d'un monde qui était différent et qui est le monde du XXe siècle. Donc, de plus en plus, on est dans une vie multiphase et ça a des répercussions multiples dont il faut se saisir. Quand on parle de longévité ou quand on parle de vieillesse, on en parle toujours sous l'angle du problème. On dit ça n'est pas soutenable, ça va faire mal à l'économie, on ne pourra pas tenir le système des retraites, etc., etc. Mais en réalité, non seulement longtemps, mais on vit aussi en bien meilleur. Et c'est un cadeau, ça n'est pas un fardeau. La vie en 3 phases, elle s'accompagnait, elle fonctionnait avec une vision qui était très figée, très stéréotype de l'âge chronologique. Chronologique, c'est ce qui est déterminé par votre année de naissance, par votre date de naissance. Il faut bien voir que dans les temps anciens, on ne s'y intéressait pas du tout à l'âge chronologique. Les gens ne savaient pas forcément quand était leur anniversaire. On ne fêtait pas les anniversaires. Les anniversaires, c'est une invention du XXe siècle, à partir de laquelle on a eu des administrations, des bureaucraties qui ont tenu des fichiers avec les dates de naissance, des extraits de naissance, etc. Donc tout ça, ça date de la création de notre administration moderne. Et avant, on s'intéressait à l'âge biologique, c'est-à-dire comment on se sent, comment est notre corps, comment est notre tête, et ce qu'on est capable de faire. Or, on s'est laissé enfermer dans l'âge chronologique, avec une vision très stéréotypée, puisque les gens étaient tous entre personnes du même âge, à faire les mêmes choses, dans les mêmes classes, puis ensuite, quand ils étaient vieux, dans les mêmes institutions qui sont en crise cette année. Les EHPAD ont vu des taux de mortalité énormes. On a vu les limites de ces institutions qui parquent les personnes dans les mêmes classes d'âge au même endroit. Et donc, la vision qui est celle de la vie en 3 phases, c'est que vous êtes vieux, votre cerveau n'a plus de plasticité, vous n'êtes plus capable d'apprendre. Et le fait est que dans la vie en 3 phases, c'était peut-être vrai. C'était peut-être vrai parce qu'on s'arrêtait d'apprendre quand on était dans la 2e phase. Et quand on n'utilise plus ses capacités cognitives, on perd en plasticité, on perd en capacité d'apprendre. Donc, ce qui était peut-être vrai n'a rien à voir avec l'âge, ça a à voir finalement avec une vision du monde. Et les enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui, c'est de quitter cette vision du monde qui est celle de la vie en 3 phases, pour
relever les grands défis du monde du XXIe siècle. Donc on l'a dit, la formation tout au long de la vie, c'est pas une anecdote, c'est un très de plus en plus quelque chose qui est rentable, parce que si à 4 ans, on a encore 20, 25, 30 ans à travailler, eh bien oui, ça en vaut la peine, c'est rentable de se former. On peut même exercer un deuxième métier ou un troisième métier. Et ce qu'on scientifique, qu'on montre aujourd'hui, c'est que le cerveau a beaucoup plus de plasticité qu'on a longtemps pensé. Et en fait, on est capable de faire énormément de choses, de complètement se transformer à tout âge, même à 70 ans. On le sait aussi sur les performances sportives, sur la capacité de refaire du muscle, de travailler sa souplesse, etc. Tout ça dépend de la manière dont on sollicite ces capacités avec la plus grande régularité. Donc, le défi, c'est la question de la mobilité. Une vie multiphase, la mobilité, elle est généralisée. On change de métier, on bouge dans sa carrière beaucoup plus souvent. Et le défi pour les ressources humaines, c'est d'en finir avec l'adéquationnisme. L'adéquationnisme, c'est ce mal très français qui consiste à chercher à recruter quelqu'un qui a le profil parfait, qui correspond exactement au poste pour lequel on veut. Donc, le diplôme correspondant exactement à la discipline, la bonne discipline pour exercer tel ou tel métier, mais aussi l'expérience au même poste pendant un nombre d'années important, mais tout ça en ayant moins de 35 ans. Eh bien, c'est tout simplement impossible. C'est impossible, dans une vie multiphase, d'avoir cette vision sur les trous dans le CV comme quelque chose qui est négatif. Parce que si on arrive à un moment où les classes d'âge correspondant au baby-boom arrivent à l'âge des premières dépendances, eh bien, le nombre de salariés aidants et d'actifs qui vont s'arrêter de travailler pour s'occuper d'une personne âgée vont augmenter énormément. Et donc, les trous dans le CV, ça va être de plus en plus courant. C'est de plus en plus courant aussi si on doit changer de métier parce qu'il y a des secteurs entiers qui sont touchés par les transformations économiques et numériques. Et donc, si le trou est mal vu, c'est beaucoup de personnes qui sont exclues du monde du travail et on se prive d'un vivier gigantesque de personnes à recruter potentiellement. Donc, se donner les moyens d'aller beaucoup plus loin dans la mobilité, c'est sortir de l'adéquationnisme, c'est envisager une mobilité où on n'est pas forcément dans une vision linéaire de la carrière, où plus on avance, plus on a des responsabilités. Parce que si on vieillit, si on doit travailler plus longtemps, on a peut-être envie de travailler dans des conditions différentes, un peu moins, de ne pas avoir d'adaptabilité manuelle plus on avance en âge, ou bien d'exercer un autre, parce que si on nous demande de cotiser 45 ans pour avoir le droit de toucher la parole, 45 ans à faire la même chose, c'est long et c'est pénible. Donc même pour les personnes, on va dire les plus privilégiées, qui peuvent exercer leur métier si longtemps, beaucoup ont envie de faire autre chose, d'expérimenter un nouveau métier. Donc une mobilité qui est beaucoup plus horizontale à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur de la société, avec cette idée qu'on peut avoir à un moment plusieurs générations à des niveaux différents, avec une personne de 35 ans dont c'est le premier métier, qui manage une personne de 50 ans dont c'est le deuxième ou le troisième. Et c'est tout naturel d'avoir différents âges de la vie à tous les niveaux de l'entreprise, dans tous les métiers, et avec une manière d'être beaucoup plus agnostique dans le rapport à l'âge, où il n'y a pas, on ne met pas en adéquation un âge avec un type de poste ou un type de niveau de responsabilité. Tout ça, c'est très difficile parce que notre société souffre d'un mal terrible qui est le mal de l'agisme. Et on a beaucoup parlé de la réforme des retraites et puis beaucoup légitimement très en colère parce que, en gros, ils sont rentrés sur le marché du travail avec une promesse et celle de la vie en 3 phases. Et tout d'un coup, on leur dit, non, ce ne sera pas 41 ou 42, mais ce sera 43. Puis demain, ce sera 44 ans qu'il faudra cotiser pour avoir le droit de toucher une retraite et de s'arrêter de travailler. Or, eh bien, souvent, ils ne trouvent pas de travail parce que les discriminations à l'embauche commencent parfois dès 45 ans. Elles touchent très fortement les femmes dans certains secteurs, dans le monde du numérique, dans le monde de l'entreprise en général. Il y a une vision très stéréotypée de l'âge, il y a une pression qui est ressentie très fortement sur ce sujet de la discrimination face à l'âge. Donc l'agisme est tel que le monde
qu'on prépare, c'est un monde où on nous dit qu'il faut travailler jusqu'à 68, 69, 70 ans, mais en réalité, à partir de 55 ans, on a des très très longues périodes de chômage. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a énormément de pauvreté qu'il y aura dans les situations des personnes de plus de 65 ans demain. On le voit déjà dans les sociétés plus âgées, comme la société japonaise, où il y a parmi les personnes de plus de 70 ans, beaucoup de personnes en situation de très très grande pauvreté, et particulièrement des femmes qui, dans leur vie multiphase, ont pris poste à temps partiel, donc avec des revenus limités, temps partiel parce qu'elles s'occupaient d'enfants ou de personnes âgées, et se retrouvent au moment de la retraite avec des revenus très très réduits. Et il faut le dire, quand on parle d'inégalité, on parle souvent d'inégalité salariale, mais en réalité, il faut s'intéresser aux inégalités à la fin de la carrière, parce que ces inégalités sont cumulées et donc bien plus importantes. Donc autant les inégalités de salaire, elles sont peut-être pas si impressionnantes entre les femmes et les hommes, c'est entre 15 et 20% selon les pays de l'OCDE, mais au moment de la retraite, c'est 30 voire 40 d'écart. On constate entre les hommes et les femmes, car il est lié en grande au temps partiel. En France, les emplois à temps partiel sont occupés à 80%, voire plus, entre 80 et 90% par des femmes, et en très grande majorité par des femmes qui doivent cumuler un travail gratuit et un travail payant. Le travail gratuit, le travail non marchand, se tâches liées à l'aidance, soit personnes âgées, soit enfants à domicile. Parfois, pour la catégorie entre 40 et 50 ans, il y a les temps. Donc, beaucoup de femmes entre 40 et 50 ans qui ont encore des enfants à la maison, mais déjà des parents ou des beaux-parents en situation de dépendance, ou en tout cas qu'il s'agit d'aider régulièrement. Et entre ces contraintes-là, se trouvent parfois forcés d'aller vers le temps partiel. Et donc ensuite, les carrières sont bloquées parce qu'il y a une présomption de non-engagement, une présomption de carrière ne compte pas à tes yeux puisque tu es à temps partiel, donc tu ne progresseras pas de la même manière. Et donc même quand tu retournes à temps complet, tu ne retrouveras pas le même niveau. Tu as perdu des années, tu as perdu des promotions et tu ne retrouveras plus les situations. Et donc ces inégalités, évidemment, elles se creusent très, très, très fortement. Donc les danses, je l'ai dit, les danses, c'est au cœur de tous les liés aux inégalités, les inégalités de genre, bien sûr aussi les inégalités sociales, parce que on n'est pas égaux face à ces contraintes de la vie. Plus on a des salaires importants, plus on peut solliciter l'aide de personnes extérieures, payer des services, etc. Plus on est défavorisé, plus on est obligé de faire face aux contraintes, et ça a un impact, bien sûr, sur les revenus qu'on est capable de produire. Par ailleurs, les questions de soins et de care aux personnes âgées touchent énormément les femmes, les hommes et les femmes surtout issues de l'immigration. Il y a une surreprésentation de ces femmes dans tous les métiers du care qui sont liés à l'allongement de la vie, dans la santé, dans le social, les aides à domicile pour aider les personnes âgées à rester autonomes chez elles. Donc, tout ça, c'est lié. Ce sont des centaines, voire millions de postes à l'échelle de la France, si on met bout à bout tous ces emplois. Et ce sont tous ces postes qui permettent à d'autres, et notamment à d'autres femmes, de continuer leur carrière et de continuer à avancer. Donc tout est lié. Appréhender l'âge autrement, c'est un défi considérable pour arriver à une situation d'inclusion plus grande, où on voit une multiphase dans toutes ses dimensions et dans toutes ses conséquences pour l'entreprise. Donc, juste pour le répéter sur la question, l'âge chronologique, c'est pas la même chose que l'âge biologique, que l'âge sociétal. L'âge sociétal, c'est l'âge que la société vous donne, c'est le regard qui est envoyé sur vous à l'âge que vous avez. Il y a aussi l'âge subjectif, c'est qu'en fonction des expériences, on se sent plus ou moins vieux. Et de l'ordre du ressenti, c'est très intime, c'est différent d'une personne à une autre. Et donc, ce que cela veut dire, c'est qu'il y a une diversité, variété dans les manières de le vivre, et que pour appréhender les enjeux qui sont liés à ça, il faudra une organisation beaucoup plus fluide, beaucoup plus agnostique concernant l'âge,
beaucoup plus ouverte, où l'adéquationnisme n'existe plus. Les conversions professionnelles sont normales, acceptées, accompagnées, et où l'entreprise joue un rôle très fort dans ces reconversions, dans l'accompagnement de la formation tout au long de la vie. Mais évidemment, l'entreprise n'est pas seule. Il faut institutions au-delà, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir les écoles, les universités, ouvrir toutes les institutions de formation à tous les âges de la vie, ouvrir aussi vision de ce qu'est la protection sociale, parce que notre vision de la protection sociale, elle est héritée de trois phases. Or, il faudrait des institutions qui accompagnent les gens qui se reconvertissent, qui changent de vie, qui changent de carrière, qui s'arrêtent pour s'occuper d'un parent ou d'un enfant, etc. Donc, j'espère que je vous ai convaincu dans cette idée que la fin de la vie en 3 phases est au cœur de toutes les transformations qui touchent au sujet de la diversité et des ressources humaines dans le monde du XXIe siècle. Merci beaucoup Laetitia pour ce keynote extrêmement intéressant sur la fin de la vie en 3 phases et ce décor planté sur ces nouveaux enjeux dont les ressources humaines doivent vraiment se saisir aujourd'hui. Est-ce que, Alexandre, ça vous donne envie d'accompagner vos salariés qui sont d'âges différents, d'aller justement les accompagner dans une éventuelle reconversion ou les accompagner dans une formation ? Ça y est. Ça marche. Nous, on est dans un secteur où nos collaborateurs sont chassés tout le temps, tous les jours. Donc la problématique de la reconversion ne se pose pas tellement en fait. On a des populations plutôt jeunes. Aujourd'hui, la moyenne d'âge chez Advance, c'est autour de 30 ans. Et aujourd'hui, sur le marché, c'est la guerre des talents. Donc nos collaborateurs se font chasser tous les jours. Ils ont de multiples opportunités. Et en fait, on est tous, et moi le premier en tant que chef d'entreprise, tout comme l'ensemble des collaborateurs d'Advance, on est tous hyper sollicités. Moi, je suis sollicité pour racheter Advance. Eux sont sollicités pour venir travailler dans d'autres entreprises, pour être recrutés dans d'autres entreprises. En fait, on est sur un secteur, mais c'est valable pour tout le secteur du numérique, c'est valable pour certains autres secteurs. On est dans un secteur où on a le choix. En fait, on a le choix de travailler pour l'entreprise que l'on veut et où on veut dans le monde entier. En fait, si demain, quelqu'un veut aller travailler en Australie, il peut aller travailler en Australie dans la cybersécurité, il trouvera un emploi facilement. Donc ça change le rapport en fait, de l'entreprise entre les employeurs et les employés. Et il n'y a plus ce rapport un peu hiérarchique dans le sens où aujourd'hui, on se doit de développer le plus beau projet d'entreprise qui soit pour qui fédère le plus de monde possible, collaborateurs, clients. En fait, aujourd'hui, notre premier marché à nous, c'est pas les clients, c'est les collaborateurs. Parce que de toute façon, on est sur un marché où il y a plus de demandes que d'offres. Donc à partir du moment où vous savez attirer les meilleurs talents et vous savez les fidéliser, vous faites de la croissance. Voilà. Donc nous, on est sur une relation que je trouve très équilibrée, c'est-à-dire chacun de nous avons le choix et décidons tous les jours de rester chez Advance et de travailler pour ce projet d'entreprise parce que ce projet d'entreprise nous parle et que c'est le meilleur projet dans lequel j'ai envie d'être, de m'engager professionnellement. Voilà. Donc aujourd'hui, dans nos domaines, un chef d'entreprise, voilà, moi je suis concentré, je suis président d'Advance, il y a un directeur général. Mon job à moi, ma fonction dans l'entreprise, c'est de penser le plus beau projet d'entreprise qui soit pour fédérer le plus de monde possible, le plus de collaborateurs, le plus de clients, le plus de partenaires, pour avoir le plus d'impact possible. Voilà. Donc on est sur un rapport où chaque jour, nos collaborateurs choisissent de travailler pour Advance. Voilà. Laetitia, vous voulez réagir peut-être Oui, bien sûr. Bah oui, dans le monde du numérique, évidemment, on a l'impression que ce sujet de la vie en 3 phases nous touche parce que la moyenne d'âge est basse. Les gens sont très jeunes. Mais il y a aussi un problème d'agisme. Alors, dans le monde de la Silicon Valley en particulier, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à documenter ça. C'est-à-dire que les personnes qui ont au-delà de 35 ans déjà, elles se sentent mal vues, mal aimées parce que il y a cette idée qu'elles sont déjà plus
souvient tous de cette phrase de Zuckerberg qui à l'âge de 23 ans, maintenant il ne le dit plus évidemment parce qu'il a passé 30 ans, mais à 23 ans, il disait voilà, les jeunes sont tout simplement plus intelligents. Donc il y a ça déjà. Après, deuxièmement, le sujet concerne essentiellement le recrutement. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'ingénieurs, on n'a pas assez d'heures, on n'a pas assez de data scientists, on a du mal à les recruter. Donc en effet, il faut être vraiment très très bon sur sa marque employeur, il faut être très très bon sur sa capacité à bien les rémunérer, les attirer, leur offrir un projet stimulant. Et malgré tout, et donc là, l'un des sujets qui c'est comment j'élargis le vivier et pour certaines entreprises qui vraiment n'ont pas la capacité de recruter, l'enjeu, c'est un enjeu aussi de reconversion, c'est-à-dire qu'on a des personnels techniques qui parfois sont capables en mode immersif, en mode bootcamp, d'apprendre un langage informatique pour exercer un nouveau métier. Et il y a des acteurs nouveaux intéressants comme le Wagon, toutes ces écoles qui s'adressent avec plus diversifiées pour les amener sur ces compétences qu'on a au marché. Et certains sont jeunes aussi, mais viennent de milieux différents. D'autres sont un petit peu plus âgés et se reconvertissent. Ils ont déjà exercé un poste d'ingénieur, ils étaient sur une compétence un peu moins demandée et ils se forment à nouveau, mais de manière éclairée, très intensive, parce qu'on ne peut pas se permettre de 3 ans de travailler quand on a passé 30 ans et qu'on a un loyer, une famille, etc. Donc on est bien obligé de le faire de manière très accélérée. Et donc je pense qu'il y a aussi une souplesse à dans le recrutement qui va venir complètement transformer le secteur aussi. Donc je disais, moi je suis en Allemagne. En Allemagne, il y a tellement un manque d'ingénieurs. Je crois qu'on dit qu'il y a 6 000 ingénieurs qui manquent. Enfin, sur le secteur particulier où du coup tout le monde se fait la guerre et il n'y a pas assez de monde. Donc bien sûr, il faut en faire virer. C'est une solution. Mais une autre solution, c'est aussi de se tourner vers des populations vers lesquelles on ne se tournerait pas naturellement pour chercher à recruter des personnes plus diverses. Nouveau challenge d'aller du coup chercher dans la diversité et recruter des femmes, des personnes plus âgées qui sortent un petit peu du schéma classique qu'on pourrait... Ouais, et puis on se rend compte quand on s'intéresse encore une fois au sujet, grâce à LinkedOut, en fait les personnes qui... En fait, aujourd'hui, dans nos métiers, la cybersécurité, le numérique, tout ça, on recrute des profils très formatés finalement. On se rend compte qu'en allant ouvrir les recrutements vers des personnes qui sont a priori moins compétentes, en tout cas pour nos métiers, mais en leur offrant la possibilité de se former, de les intégrer, etc. En fait, on adresse des profils de compétences très variés, très riches, ce qui fait que ça amène énormément de diversité. Et en fait, on se rend compte que ces personnes qui ont eu des vies hors normes, hors cadre, elles ont développé des ressources hors normes et hors du commun, que n'ont pas développé des ressources et des compétences que n'ont pas développé les profils qu'on a l'habitude de recruter. Et c'est ça qui crée de la diversité. Ce que je disais à la promo LinkedOut dans le cadre d'une soirée de lancement qui a eu lieu il y a 15 jours, c'est en fait, ils sont riches de cette diversité et ils sont riches des ressources et des compétences qu'ils ont été amenés à développer dans la difficulté. Et on se retrouve tous à un moment ou l'autre de la vie en situation très délicate, très difficile, etc. Et c'est pendant ces moments-là qu'on développe des ressources, qu'on puise des ressources qui nous font développer des compétences qu'on n'aurait pas développées sur une voie ou un chemin plus facile. Et ces personnes-là, elles ont développé des compétences hors normes. Et ces compétences hors normes, elles sont très riches pour l'entreprise. Voilà, on en fait l'exemple, enfin, on en fait l'expérience aujourd'hui et depuis plusieurs mois, grâce à LinkedOut. Oui, tout à fait. Ça va dans les deux sens. Ils apportent énormément ces compétences-là, mais ils apportent surtout des nouvelles visions, des nouvelles manières de penser et des nouvelles compétences aussi aux collaborateurs dans la transmission, dans le mentoring qu'ils vont pouvoir faire. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes. On a la chance d'avoir connecté des étudiants de l'IAE de Lille qui sont étudiants en master gestion des ressources humaines et qui auraient quelques questions à poser à Laetitia et Alexandre. Donc, je ne sais pas si nous avons Sacha ou Aline ou Julien qui pourra poser une première question.
Alors, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, très bien. Oui, on t'entend. Moi, j'avais une question pour Alexandre Fayeul. Que répondez-vous à un dirigeant persuadé que l'humain et l'habilité de l'entreprise ne sont pas conciliables? J'ai pas entendu. Est-ce que tu peux recommencer ta question, Julien? Ça a un petit peu coupé. Pardon. Excusez-moi. Donc, je disais, que répondriez-vous aux dirigeants persuadés que l'humain et la rentabilité de son entreprise ne sont pas conciliables? Si je comprends la question, c'est est-ce que l'humain et la rentabilité sont-ils conciliables? Oui. Moi, ça fait très longtemps que je suis convaincu que la performance économique d'une entreprise et sa performance sociétale sont étroitement liées et que les deux se nourrissent. La performance économique nourrit évidemment la capacité à engager des projets à impact social positif et à réorienter aussi ou à orienter sa raison d'être, ses activités, ses engagements vers des activités qui vont créer de l'impact positif pour la société, que ce soit l'environnement, l'inclusion, etc., etc. Et je suis persuadé qu'à l'inverse, réciproquement, le fait d'engager sa raison d'être, donner du sens à sa raison d'être, à ses activités, à ses engagements, augmente sa marque employeur, augmente l'engagement des collaborateurs et permet d'attirer plus facilement et de fidéliser plus longuement les collaborateurs dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est tous en quête de sens. Moi, dès le début, j'ai créé Advance en 2000. Aujourd'hui, Advance, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus de 200 collaborateurs. On était à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a 3-4 ans. On sera à 50 millions de chiffre d'affaires dans 3 ans. Donc, on fait une très, très forte croissance. Moi, au début des années 2000, 3-4 ans après avoir créé Advance, je ne trouvais pas de sens dans ce que je faisais. J'ai vite compris que j'avais certaines qualités entrepreneuriales, j'avais une certaine capacité à penser des grands projets et à fédérer des équipes autour. Mais l'univers dans lequel j'évoluais, le monde de l'entreprise ne me plaisait pas puisque tout le monde était tourné vers le profit financier. Et en fait, j'ai pensé très sérieusement à m'engager pour l'entrepreneuriat social, comme Jean-Marc Potvin a pu le faire en 2015 en créant Entourage. Sauf que pour différentes raisons, vendre une entreprise, ça se fait pas en claquant des doigts. Et donc j'ai été puiser d'autres ressources. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, je pouvais exploiter cette entreprise et m'appuyer sur la performance économique et financière d'Advance pour avoir un maximum d'impact, et qu'en m'appuyant sur l'entreprise que j'étais en train de développer, j'aurais plus d'impact que moi tout seul en m'engageant dans l'entrepreneuriat social. Donc en fait, j'ai partagé cette raison d'être personnelle et j'en ai fait la raison d'être d'Advance. Je l'ai partagée avec les collaborateurs qui ont évidemment complètement adhéré. Et moi, donc, à l'époque, je n'adhérais pas à la philosophie de l'économie qui a été celle des 30-40 dernières années, où en fait on a exploité les ressources humaines et les ressources de la planète. Les entreprises ont exploité ça au bénéfice d'une minorité de personnes et des intérêts financiers d'une minorité de personnes. Moi, ma conviction depuis donc ces 15 dernières années en tant que chef d'entreprise, c'est que l'entreprise doit être au service des hommes et de la planète, et pas l'inverse, et la finance doit être au service des entreprises et de l'économie, et pas l'inverse. Donc moi, aujourd'hui, dans notre projet d'entreprise, au-delà d'ambitionner de devenir un des leaders européens de la cybersécurité, on veut aussi être une entreprise qui inspire toute sa communauté et qui incarne une économie de nouvelle génération et l'ambition de transformer l'économie que l'économie ait un rôle fondamental dans la transformation de notre société. Moi, je crois fondamentalement au rôle majeur des entreprises pour changer notre société, parce qu'aujourd'hui, on est tous en quête de sens. Moi, j'ai 47 ans, je vous l'ai expliqué, ça fait 15 ans que dans ma démarche entrepreneuriale, je vise une performance sociétale maximale. Et aujourd'hui, les nouvelles générations sont en quête de sens. Aujourd'hui, tout le monde veut œuvrer positivement pour la planète ou pour la société, etc. Et aujourd'hui, les entreprises se doivent de nourrir et de
de répondre aux attentes des collaborateurs, enfin des citoyens. Parce que les citoyens, ce sont les collaborateurs des entreprises et ce sont les consommateurs. Et aujourd'hui, une entreprise, elle a deux marchés. Elle doit attirer les meilleurs talents, les fidéliser, et elle doit attirer des consommateurs, des clients et les fidéliser. Et aujourd'hui, comme les citoyens et les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles et sont de plus en plus exigeants dans les choix qu'ils font, de plus en plus orientent leurs choix professionnels et préfèrent, quand elles ont le choix, travailler pour des entreprises qui sont plus responsables. Et ces mêmes personnes préfèrent consommer des produits ou des services qui viennent d'entreprises plus responsables. Donc aujourd'hui, une entreprise, moi je le fais depuis longtemps, depuis 15 ans, par conviction, mais aujourd'hui, une entreprise qui ne s'engage pas très sincèrement, qui n'engage pas sa raison d'être, ses activités très sincèrement, et ne les oriente pas vers le bien commun, c'est une entreprise qui, de toute façon, ne pourra pas attirer dans la durée les talents et les clients, et donc sa performance est mise en danger. Et pour moi, aujourd'hui, la performance sociétale d'une entreprise, donc sa capacité à générer de l'impact positif pour la société, a au moins autant d'importance que la performance économique, parce qu'elle conditionne sa performance future. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette réponse. Donc oui, c'est conciliable rentabilité et impact pour la société positif. Merci. Nous allons prendre une deuxième question. Alors, idéalement, on va prendre les deux questions, une de Sacha et une d'Aline pour Laetitia Vito. Et merci, Julien. Alors, j'ai une question pour Laetitia Vito. Alors, chaque individu aspire à des prérogatives différentes aujourd'hui, que ce soit en termes de rythme de travail, que ce soit télétravail ou présentiel, autonomie ou collectif, etc. Comment satisfait-on un maximum de salariés dans cette optique aujourd'hui? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on doit choisir un seul cheval de bataille? En fait, si on doit choisir un seul cheval de bataille, le thème de l'inclusion qui les regroupe tous, c'est-à-dire donner la possibilité à des personnes qui ont des statuts différents, des relations différentes avec l'entreprise, c'est-à-dire des personnes à temps partiel, des personnes à temps complet, des personnes en télétravail ou des personnes qui sont plus régulièrement présentes au bureau, la même capacité à réaliser pleinement, d'être performants, d'être eux-mêmes au travail et de contribuer à la mission collective. Et ça, c'est un sujet qui est un sujet d'agilité, un sujet de ressources humaines qui est vraiment stratégique parce que, en fait, si on n'est pas capable de le faire, on se prépare énormément de problèmes dans sa marque, sa capacité à recruter demain. Et le grand enjeu du recrutement d'aujourd'hui, c'est celui-là, c'est celui d'offrir des bonnes conditions d'inclusion à des personnes qui ont des situations différentes et des aspirations par rapport au temps, à l'espace, par rapport aux trois unités de ce qui était autrefois le théâtre classique, l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. Là aussi, on en est déjà beaucoup sorti. L'année 2020 a bien vu à quel point on s'est sorti. Mais elle a aussi montré à quel point les entreprises étaient, par rapport à ça, étaient capables massivement de répondre à ces problématiques. Est-ce que, du coup, Sacha, tu avais une deuxième question à poser à Laetitia? Alors, il y avait une question qui était comment valoriser des collaborateurs en fin de carrière aux organisations et permettre une transmission de leur savoir aux nouveaux talents, quand bien souvent ils se sentent dépassés par les nouvelles générations. Déjà, cette idée qu'ils se sentent dépassés ne correspond pas forcément à la réalité. On voit qu'on projette sur des personnes plus âgées un certain nombre qui sont liées à nos idées préconçues en 3 âges. Or, les personnes qu'on qualifie de personnes plus âgées sont en réalité relativement jeunes. On qualifie de personnes âgées quelqu'un de 55 ans, alors qu'on sait maintenant notre espérance de vie est plus proche de 90 ans. Donc, 55 ans, non, ils ne sont pas dépassés à 55 ans. 55 ans, c'est nous, dans quelques années, on est dépassés. En revanche, il y a des peurs qui sont liées à cette forme de discrimination qu'est l'agisme, celle de perdre des opportunités, de perdre son emploi, d'être dîné, voilà. Et toutes ces peurs-là, elles sont légitimes parce qu'elles correspondent à la réalité du marché.
Donc après, on voit, ils sont pas très différents. Ça, ils ont la même quête de sens, comme je disais, on a les mêmes aspirations quand on est plus âgé. Les manières de valoriser tout cela, c'est tout ce qui concerne tout ce qui est intergénérationnel. Donc la possibilité d'offrir des très grandes nouveautés à des personnes d'âge différents, parce que ça en vaut la peine. C'est encore rentable si vous avez cette plasticité et ce grand nombre d'années à travailler encore devant vous, mais c'est encore rentable de vous former, c'est encore rentable de vous offrir des nouvelles opportunités. Donc mobilité qui ne va pas toujours vers le haut, mais qui peut aller de manière horizontale, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément toujours plus de responsabilités, on ne cherche pas forcément toujours plus à mesure qu'on avance en âge, envie d'exercer autre chose avec moins de responsabilités, un autre métier. Donc c'est de la mobilité en damier, de la mobilité plus horizontale qui va permettre d'enrichir un métier d'une expérience différente, de faire des fertilisations croisées. Et puis accessoirement, tout ça, ça favorise l'union aussi. Donc c'est une des grandes manières de valoriser, c'est d'avoir beaucoup de mobilité. Une autre manière, c'est des choses plus classiques, mais c'est tout ce qui concerne le mentorat intergénérationnel. J'aime bien parler de mentorat intergénérationnel pour casser un peu les clichés. L'idée, c'est pas parce qu'on a 50 ans, on est nul en numérique et on doit être formé par quelqu'un de 20 ans. En général, c'est pas vrai. Les gens de 50 ans sont en général très bons, parfois plus connectés même que les plus jeunes. En revanche, effectivement, si on est dans une carrière depuis 20 ans, il y a des choses qu'on fait un peu moins bien, notamment constituer des nouveaux réseaux hétérogènes et utiliser le numérique pour le faire, pour pour créer des nouveaux réseaux hétérogènes. Donc là, se nourrir du point de vue de quelqu'un de plus jeune, début de carrière, c'est une bonne chose, parce que c'est une nécessité de continuer à le faire, puisqu'on va devoir travailler beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais inversement, quelqu'un de 50 ans, en général, avec une expérience de travail plus longue, a appris à mieux gérer les contraintes vie privée, vie professionnelle, et notamment les priorités, la gestion du temps. Si on a déjà fait un burn-out, eh bien, on est plus attentif à un certain nombre de choses, alors que quelqu'un de 28, 29 ans donne le maximum, s'épuise, ne sait pas gérer son temps, ne sait pas non plus gérer ses finances, parce que pour ça, il faut des années d'expérience pour le vivre. Donc voilà, on voit que c'est des compétences qui ne sont pas forcément si évidentes, mais qui sont des compétences de vie qui peuvent aider entre les générations des gens qui ont des forces différentes. Et puis après, c'est des individus. C'est des individus, quel que soit leur âge, qui ont des forces et des faiblesses différentes. Et donc le fait d'apparier avec des systèmes de mentorat beaucoup plus généralisés, des gens qui peuvent avoir des âges différents, ça permet de valoriser les compétences dans toute leur diversité. Et surtout, quand le télétravail se généralise, c'est encore plus important de formaliser des relations de mentorat, parce qu'on perd le lien avec les autres, on perd les capacités de rencontrer les gens en vrai à la machine à café. Donc, c'est important de les formaliser. Et donc, je crois beaucoup au mentorat intergénérationnel. Merci beaucoup Laetitia pour cette réponse également très complète et merci à Sacha également pour tes questions. Nous allons devoir conclure cette session. J'espère qu'elle vous a inspiré. Vous avez pu voir que l'urgence est là de revoir ces modèles, ces organisations avec ces transformations de la fin de la vie en 3 phases qui amorcent notamment des besoins de manager différemment et de revoir comment on intègre l'humain dans sa stratégie et on l'accompagne vers de la formation, de la motivation et des projets porteurs de sens. Et vous avez vu également avec Alexandre que c'est pas si compliqué finalement de s'engager, il faut de la bonne volonté et puis se tourner vers les bonnes structures. Il en existe beaucoup des associations comme le projet Linked Out et je vous invite à vous renseigner et vous appuyer sur ces experts. Le parcours RH continue à 16h30. Nous allons nous reconnecter pour continuer sur ces nouveaux enjeux des métiers des ressources humaines, de manière plus concrète cette fois-ci avec comment faire vivre au quotidien une politique inclusive. En attendant, vous pouvez suivre à 15h30 la conversation internationale avec la journaliste Roxane Grioche qui va interviewer Ning Li, fondateur de Typologie et de Made.com pour comprendre l'importance de la fonction RH dans les organisations et les nouvelles pratiques de management. Un grand merci à vous Alexandre et Laetitia et je vous souhaite à tous un très bon World Forum.